Bonjour et bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Josefa Albertini. Aujourd'hui, nous allons aborder le rôle de l'hydratation, la kinésiologie et les secrets de l'eau cellulaire. Bonjour Josefa, comment vas-tu bien aujourd'hui? Bonjour Sophie, je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi, tu es en Je... forme. Écoute, je vais super bien. Bon, parfait. Allez, continuons dans l'énergie. Alors, première question. Pourquoi l'eau est-elle considérée comme le premier vecteur de l'énergie vitale dans notre corps? En fait, elle est considérée comme telle parce qu'elle joue un rôle vraiment fondamental et, je veux dire, omniprésent dans tous les processus biologiques qui génèrent en fait et utilisent notre énergie. Alors, elle est essentielle pourquoi? Parce que d'une part, elle représente 60% du poids corporel chez un adulte, hein, mais elle est surtout essentielle de par ses raisons liées à ses fonctions, je dirais, critiques, mais fonctions dans le sens vital, hein. Quand je dis critique, c'est vital. En fait, l'eau nous fait vraiment sentir vivants. C'est en quelque sorte l'autoroute du corps. Sans eau pour transporter, par exemple, l'oxygène, les nutriments qui sont nécessaires à la fabrication, la machine, elle s'arrête en fait, hein. On peut alors se sentir, tu vois, si parfois on se sent un peu fatigué, si on manque de concentration, ou même parfois d'une humeur un peu irritable, ou notre premier réflexe ne devrait pas être en fait de prendre un café, mais bien de l'eau. Pourquoi? Eh bien, parce que l'eau, elle permet le transport, comme je disais, de l'oxygène et des nutriments vers nos cellules, là où l'énergie en fait est fabriquée sous forme d'ATP. Alors, tu vas me dire, c'est quoi les ATP? C'est en fait l'adénosine triphosphate. Autrement dit, c'est, on va dire, la monnaie énergétique de nos cellules, en quelque sorte. Si je peux imaginer, ça serait comme le carburant qui alimente, on va dire, directement chaque mouvement, chaque pensée, chaque processus de notre corps. Donc, sans eau, ben, ce qui se passe, c'est que les réactions chimiques pour fabriquer ces fameux ATP, elles ralentissent considérablement. Je dirais, c'est comme si tu veux tenter de rouler avec une voiture alors que tu es en panne d'essence. On est d'accord, ça fonctionne pas. Mais avec l'eau, c'est la même chose. Si notre, par exemple, si notre volume sanguin, hein, qui est constitué majoritairement, est maintenu, en fait, le volume est maintenu par une bonne hydratation, s'il devient insuffisant, eh ben, la circulation est ralentie, l'apport en oxygène, comme on dit notre carburant, ben, diminue, et donc ça entraîne de facto une baisse d'énergie ou voire de fatigue. Euh, Ensuite, l'eau, ben, elle intervient également, on le sait tous, hein, pour tout ce qui est élimination des déchets. Elle est effectivement cruciale pour transporter, éliminer tous les déchets métaboliques, je dirais, comme les toxines, l'urée, etc. Les déchets vont être dilués grâce à l'eau et éliminés ben, naturellement par l'urine ou la sueur notamment. Et en fait, si on accumule excessivement des toxines, ben, forcément, ça va entraver le bon fonctionnement de nos cellules et donc la production d'énergie. Et enfin, l'eau, elle intervient également dans tout ce qui est régulation thermique, hein, on va dire, la thermorégulation. C'est un processus qui influence directement notre capacité à fonctionner et encore une fois à générer de l'énergie. Donc, s'il y a une déshydratation dans ce domaine, ben, ça peut compromettre ce mécanisme et on peut être soumis à un coup de chaleur ou à une défaillance des systèmes qui vont consommer encore plus notre énergie vitale. En résumé, c'est vrai que l'eau, on ne peut pas dire que c'est une source d'énergie à proprement parler, puisqu'elle fournit aucune calorie, mais c'est un support vraiment indispensable qui permet à la fois l'absorption, le transport et l'utilisation de l'énergie, comme d'oxygène et de nutriments, comme je l'ai dit, dans toutes nos cellules. Être bien hydraté, donc, si on peut résumer, c'est synonyme d'une circulation optimale, d'un métabolisme efficace et d'une capacité maximale à produire et à utiliser notre énergie vitale. Quels sont les signes subtils d'une déshydratation légère que nous ignorons souvent au quotidien? En fait, c'est une excellente question car pour beaucoup, on pense que la soif est le seul indicateur de déshydratation. Donc en fait, si tu veux, en réalité, quand tu as une sensation de soif, ça signifie déjà qu'il y a une déshydratation installée. Alors, quels sont les signes qui peuvent nous alerter ou qui sont avant-coureurs? On peut avoir souvent le brouillard mental, tu sais, quand on commence à avoir des difficultés à se concentrer,
ou qu'on a une certaine lenteur à traiter les informations. Ça peut être aussi de petits mal de tête, un peu lancinant là, qui arrive, ou une humeur irritable sans raison. On peut devenir impatient. On peut avoir même une anxiété légère, hein, dans certains cas. On peut avoir une somnolence ou une fatigue inexpliquée alors qu'on a passé une super nuit de sommeil. Et le coup de barre anormal aussi qui intervient souvent au milieu d'après-midi. En fait, tout ça, ça peut être lié à une légère déshydratation qui commence, qui arrive, parce qu'elle va diminuer en fait le volume sanguin. Et elle va obliger le cœur à travailler plus dur pour distribuer l'oxygène, ce qui provoque en fait la fatigue et tous ces signes dont je viens de parler. Euh, c'est en fait, c'est pas de la fatigue au sens où voilà, j'ai eu une grosse journée de travail ou où j'ai vraiment, je sais pas, je fais une séance de sport intensive. Non, c'est vraiment en fait tout simplement notre cerveau qui nous dit waouh, je manque d'eau et qui demande de l'aide en quelque sorte, hein. Parce qu'un cerveau en fait déshydraté, il a du mal à réguler nos humeurs. Donc forcément, ce qui peut expliquer qu'on ait ces phases un peu d'irritabilité, etc. Les seconds signes, subtils toujours, hein, c'est tout ce qui est en lien avec la peau et la bouche. Et la peau et la bouche, oui, c'est bien ça. Ces signes, en fait, tu vois, qui vont concerner toutes les muqueuses qui ont besoin d'être irriguées ou avoir de l'eau pour rester souples. Alors, ça peut être enfin, le signe avant-coureur, une bouche sèche on a la sensation d'avoir la bouche un peu pâteuse. Alors, c'est pas seulement la soif là, mais c'est aussi la sensation que la salive est un peu épaisse, collante. Enfin voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus parce que l'eau est nécessaire pour la fabrication de la salive. On peut avoir aussi des problèmes de mauvaise haleine qui peuvent être uniquement liés, pas toujours, hein, mais qui peuvent être liés à un manque d'hydratation. Parce qu'il faut savoir que la salive, elle a un rôle quand même important dans tout ce qui est propriété antibactérienne. Donc, ça permet en fait de lutter contre les bactéries et développer plus facilement, on va dire, un terrain propre, entre guillemets, au sein de la bouche, si je peux résumer comme ça. Il y a aussi également les lèvres peuvent être sèches ou gercées, ça c'est un signe très courant. Alors on met ça sur le compte du froid ou autre, mais bien souvent c'est parce que justement il y a une légère déshydratation et donc la peau est moins élastique. On peut aussi avoir un test qui est tout simple, hein, si tu te pinces le dessus de la peau, si la peau elle met un petit peu de temps à revenir à la normale, c'est qu'il y a également une petite déshydratation. Donc, parce que là, il y a la déshydratation des tissus à proprement parler. Je dirais qu'en résumé, le meilleur réflexe, c'est de boire de l'eau régulièrement et tout au long de la journée, sans attendre d'avoir soif, afin d'anticiper ces signaux subtils, en fait. Comment la kinésiologie peut-elle révéler l'impact de l'eau sur la concentration, l'humeur et la vitalité? Mais en fait, en kinésiologie, il y a notamment la méthode phare, hein, le test musculaire. Et ça permet vraiment de révéler directement l'impact d'une mauvaise hydratation ou d'une carence en eau sur les différents domaines, hein. Ça peut être sur la concentration, l'humeur, la vitalité. Et en kinésiologie, on l'associe aussi à un déséquilibre énergétique ou un stress physiologique, en fait, hein, le manque d'hydratation. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme le corps est composé majoritairement d'eau, toute carence, en fait, est en fait perçue par notre corps comme un stress lié au système nerveux central, et ça se manifeste au travers de la réponse du test musculaire. En fait, l'évaluation en kinésiologie de l'hydratation, elle fait partie intégrante de mes pré-tests avant même de débuter le travail de la séance. J'effectue ces pré-tests pour m'assurer que le système global est fonctionnel. Et effectivement, si un de ces tests ou ces pré-tests euh, déverrouille sur l'hydratation, c'est qu'il y a déjà un problème au niveau des hydratations. Donc, une fois que j'ai validé la réponse avec le test musculaire, je peux associer le manque d'eau avec la problématique abordée. Donc, on peut parler effectivement, je peux demander à la personne, euh, est-ce que vous avez des problèmes de concentration ou même de se concentrer sur une difficulté là, qui est liée à la concentration ou l'assimilation des connaissances, etc. Ou je peux lui demander de faire des mouvements spécifiques, notamment ce qu'on appelle les mouvements liés au brain gym.
le brain-gym, juste une petite parenthèse, hein, c'est une approche qui est souvent intégrée dans la kinésiologie pour tout ce qui est lié à l'apprentissage notamment. Pas uniquement, mais c'est vraiment le phare, on va dire, le focus. Et donc, si le muscle devient faible pendant ce test, c'est possiblement qu'il y a une déshydratation. Donc, l'eau peut être de facto un facteur correcteur. Si le simple fait de boire de l'eau permet de restaurer la réponse musculaire de façon euh, forte associée à la problématique qui a été révélée, en fait, ça permet au corps de dire, waouh, c'est le manque d'eau qui est la composante majeure du blocage lié par exemple à la concentration ou la difficulté euh, d'apprentissage que je disais. Tu as aussi, j'ai des cas de figure où ça peut être lié à la vitalité ou la fatigue. Des gens qui viennent en me disant, je suis très fatiguée. Parfois, alors c'est lié à d'autres choses, hein, mais parfois une déshydratation, effectivement, peut provoquer une fatigue précoce et elle affecte, comme je le disais précédemment, la circulation de facto des nutriments et de l'oxygène, donc de notre énergie vitale, qui peut entraîner effectivement une baisse de fatigue ou un manque de vitalité. Et là aussi, c'est le test musculaire qui va me montrer à travers euh, la réaction du muscle, en fait s'il y a une déshydratation, je demande à la personne éventuellement de boire de l'eau uniquement, voilà, et je reteste derrière, et parfois ça le corrige. Alors parfois, c'est pas que ça, mais parfois, il y a des cas de figure, effectivement, où ça corrige de facto. Donc ça monte là au corps et au consultant, parce que là, c'est la prise de conscience de la personne qui se dit, ah ben oui, forcément, le maintien du tonus, la vitalité, on va pas des fois les besoin d'aller chercher très très loin. Ça peut être juste lié à un manque d'hydratation. Ensuite, si tu veux, en kinésiologie, les déséquilibres hydriques, elles sont souvent liées aux émotions, puisque nous, on travaille aussi beaucoup en référence à la médecine traditionnelle chinoise. L'eau est associée notamment aux reins et donc aux émotions telles que la peur ou l'anxiété. Donc, en pareil cas, hein, si le test musculaire révèle un stress important lié à cette émotion ou un sentiment équivalent, je vais m'efforcer d'aller chercher des facteurs aggravants, y compris l'hydratation, de facto. Donc, si le test faiblit lorsque l'on évoque l'émotion et que la correction passe par des points qui peuvent être liés à l'hydratation, par le fait de boire, bah, le corps montre que la gestion de cette émotion est compromise, en quelque sorte, par le statut hydrique. Donc, en somme, dans ma pratique hein, en kinésiologie, je ne mesure pas la quantité d'eau dans le corps, hein, qu'on soit d'accord, mais j'utilise le test musculaire comme un biofeedback, en fait, pour mettre en évidence l'impact immédiat et direct de l'eau comme facteur de stress ou de rééquilibrage sur les fonctions cognitives et le niveau d'énergie. Quelles pratiques simples, donc par rapport à la qualité de l'eau, le rythme d'hydratation, l'écoute du corps, peuvent transformer notre équilibre cellulaire? Alors, ces pratiques, elles sont simples, hein, comme tu le dis dans la question. Maintenant qu'on a un peu compris pourquoi l'eau est vitale, ce qui est bien, effectivement, c'est se concentrer sur ce qu'on met dans notre corps. Toute eau n'est pas égale, en quelque sorte, hein. La première étape, c'est la filtration. Dans l'eau du robinet, ben, on a le chlore, on a les résidus de médicaments, on a les micropolluants, etc. Ben, tout cela oblige notre corps à un travail de détoxification supplémentaire. Donc, filtrer l'eau du robinet, c'est en quelque sorte soulager nos cellules et nos organes filtres, notamment le foie et les reins, pour qu'ils puissent se concentrer sur la gestion de notre énergie. Il faut aussi parler aussi, si on boit de l'eau bouteille, la minéralisation. Souvent, on peut avoir des eaux qui sont très riches en minéraux. Eh bien, cette eau, elle est lourde. Elle va obliger aussi les reins à travailler très dur juste pour la faire circuler dans le corps. Pour une hydratation, par exemple, cellulaire optimale, idéalement, il faudrait rechercher des eaux, alors, qui peuvent être riches en minéraux, mais avec un faible, ce qu'on appelle faible résidu sec, hein, c'est mentionné sur les étiquettes, et bien souvent, idéalement, sous les 50 milligrammes par litre, on va dire. Ces eaux-là sont plus pures et elles agissent vraiment comme des solvants, donc de meilleurs nettoyeurs pour le corps. Le secret ultime pour que l'eau que nous buvons ne fasse pas que passer, mais entre bien dans nos cellules, c'est l'ajout d'électrolytes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des minéraux qui peuvent être chargés électriquement, qui gèrent en fait le phénomène de l'osmose. Alors, l'osmose, c'est la pression qui permet à l'eau de rentrer dans nos membranes cellulaires.
Donc, si on manque d'électrolytes, bah, l'eau, en quelque sorte, elle va faire que pousser. Et donc, elle va être coincée autour des cellules sans les hydrater réellement. Le conseil simple qu'on peut donner, c'est ajouter en fait un sel, mais un sel qui n'est pas raffiné, bien entendu, un sel rose d'Himalaya, par exemple, ce genre de choses. Et ça va tout changer au niveau assimilation. Une fois qu'on a fait ces deux choses, il faut aussi s'assurer de boire au bon moment dans la journée et au bon rythme. Le corps, en fait, c'est pas un réservoir qu'on remplit en une seule fois. Tu vois, la pire erreur, en fait, est de boire, par exemple, la moitié de ta bouteille d'eau parce que tu viens de faire une séance de sport intensive ou tu arrives au bureau et tu te dis, tiens, allez, je bois comme ça, après, j'ai plus besoin de boire dans la journée. Je caricature, mais en fait, ça, cette pratique, ça surcharge nos reins et en fait, l'eau est vite évacuée sans avoir été correctement utilisée par nos cellules. Donc, je dirais, idéalement, il faut adopter plutôt la méthode petite gorgée, mais souvent. Le corps, en fait, il assimile beaucoup mieux l'eau qui est bu lentement et régulièrement. Donc, on peut se programmer, soit mentalement, ou si on oublie, on a peur d'oublier. Il y a même des applications qui permettent vraiment de suivre, enfin, de gérer au mieux. Mais idéalement, ça serait de boire, admettons, tous les 15-30 minutes. Quelques gorgées, on ne dit pas de boire, comme je disais tout à l'heure, la moitié du litre. Euh, je dirais que ça va aider, ça va maintenir un niveau d'hydratation homogène sur toute la journée et donc ça va permettre d'être beaucoup plus concentré ou proactif dans notre activité. Et après, il y a des rituels aussi absolus à intégrer idéalement. C'est les rituels du matin, le rituel du réveil, on va dire. Le premier geste qu'on devrait avoir tous, c'est boire un verre d'eau. Alors, température ambiante, voire eau tiède pour ceux qui l'apprécient. Et le deuxième rituel, ce serait le rituel du coucher, entre guillemets. Idéalement, ce serait d'éviter de boire ou d'arrêter de boire tout du moins 2 heures avant de se coucher. Alors pourquoi? Parce qu'on parle là qu'il faut boire régulièrement. Eh ben, comme ça évite d'avoir une nuit potentiellement qui est coupée pour un besoin d'aller aux toilettes. Parce que quand tu coupes ta nuit, eh ben, tu n'as pas de sommeil réparateur. Donc, ce qui ne permet pas à ton corps de procéder à la réparation cellulaire qui est nécessaire chaque jour. Autre point important, et non des moindres, c'est le danger des repas, entre guillemets, quand je dis danger, mais c'est le moment où on fait beaucoup plus d'erreurs, c'est-à-dire qu'on boit pendant le repas. Donc, idéalement, il faudrait boire, surtout si on a tendance à boire de grandes quantités dans le repas, ce serait en fait de boire, on va dire, 20 minutes, 30 minutes avant le repas et 1 heure après le repas. Alors pourquoi? Tout simplement pour éviter de diluer tout ce qui est suc gastrique ou digestif, parce que c'est des éléments comme l'acide chlorhydrique ou les enzymes qui sont nécessaires à l'estomac pour décomposer les aliments et éviter, alors si on boit trop, ben, ces éléments, ils sont noyés, donc on n'a aucune absorption, on a une digestion difficile, on peut avoir des ballonnements, et donc on n'a aucune, comme je disais, assimilation des nutriments qui nous sont nécessaires. Donc, et ces nutriments assimilés, on se rappelle qu'ils sont vraiment euh, l'élément essentiel, on va dire, pour créer nos fameux ATP, les adonésines trisphosphate. Donc, et ça, c'est vraiment le carburant de notre énergie. Donc, il faut aider notre corps pour pouvoir les assimiler au mieux, ces nutriments. Et ensuite, je dirais tout simplement mettre en place, tu vois, ses rythmes, mais aussi écouter son corps, ce qu'il a à nous dire. Porter attention à des signaux corporels. Le premier, enfin, notre corps, c'est le meilleur système, je dirais, feedback. On peut avoir des sciences et des sciences autour de tout ça, mais en tant que kinésiologue, si tu veux, je sais que le corps est le maître de la réponse. Donc, le test musculaire, par exemple, comme je disais, peut montrer s'il y a une déshydratation légère ou plus. Donc, quand il nous parle, il faut vraiment qu'on soit à son écoute, parce que parfois, on n'écoute pas du tout, on passe complètement à côté, on dit c'est rien, etc. Tu as un indicateur qui est tout simple, là, c'est l'urine. Euh, on oublie là complètement la soif, on regarde juste la couleur. Si elle est foncée, c'est que ton corps, il est rentré en quelque sorte en mode survie. Il est en train de retenir l'eau parce qu'il n'en a pas assez. Inversement, quand elle est claire, etc., c'est que tout est harmonieux, tout est équilibré. Donc ça peut être un signal d'alarme.
Et si en cas d'urine foncée, il faut boire immédiatement, hein, parce que là, il y a vraiment le corps qui est en souffrance en quelque sorte. Et il y a aussi également un autre point, euh, comment je pourrais dire, la piège faim et soif. En fait, ça c'est une erreur qui est un peu plus coûteuse, on va dire, en vitalité et parfois en poids. C'est que le centre dans notre cerveau, l'hypothalamus, hein, qui gère tout ce qui est faim, est très proche de celui qui gère la soif. Et parfois, les signaux, ben, ils peuvent se chevaucher. En conclusion, ben, des fois, on se dit, oh là là, j'ai faim, par exemple, à 16 heures ou en milieu de matinée. Et pas du tout, en fait, c'est plutôt de l'eau. Donc, vraiment, pour éviter de tomber dans le piège, ben, de manger alors que si notre corps nous réclame de l'eau, moi, ce que je conseille, c'est de boire un verre d'eau et d'attendre 10 minutes pour voir effectivement si l'envie de manger est toujours présente ou si c'était vraiment uniquement de l'eau. Ça peut vraiment être bluffant, assez bluffant, hein. Et en fait, faut pas oublier aussi l'eau sous sa forme la plus, on va dire, pure et structurée, celle qui est dans nos assiettes, parce que ça passe également par les aliments, euh, bien plus, enfin, plus par les fruits et les légumes, de facto, par nature. Et c'est ce qu'on appelle l'eau structurée, parce qu'elle est directement intégrée, en fait, dans la matrice cellulaire de la plante, ce qui la rend vraiment très efficace et riche en vitamines et minéraux. Donc, elle peut être absorbée très efficacement et très facilement par nos organismes et elle peut être utilisée par nos propres cellules. Euh, alors, par contre, bien entendu, faut être vigilant sur certains fruits et légumes, hein, parce que les pesticides, etc., donc bien la peau, si on peut l'enlever, etc. Enfin, être assez vigilant là-dessus. Et donc, je dirais qu'en combinant tous ces quelques principes, à savoir la qualité de l'eau, le rythme régulier, l'écoute de notre corps et les bienfaits des aliments hydratants, on ne fait pas que boire, en fait, quelque part. On transforme, en fait, la vitalité de chaque cellule de notre corps. Notre corps, il n'attend que de nous d'être soutenu, en fait, hein. Donc, il faudrait ne pas boire uniquement quand on a soif, mais boire pour prévenir la fatigue, les maux de tête, le manque de concentration, tout ce que j'ai pu évoquer précédemment. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons de la mâchoire, ce verrou des émotions. Merci, à bientôt.